Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Comme vous le savez, donc, nous essayons d'enrichir nos conversations hebdomadaires par différents badas, par différents suppléments. Et aujourd'hui, ce supplément va porter sur le Japon et sur la manière dont le Japon affronte la pandémie, aussi bien la population que son gouvernement. Ce sera avec Karine Nishimura. Karine, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes au Japon depuis plus de 20 ans, vous êtes journaliste, vous avez longtemps été en poste à l'AFP, vous avez épousé un Japonais et vous avez des enfants qui sont partiellement, enfin je parle de leur passeport évidemment, japonais. Donc c'est un pays que vous connaissez de longue date et dont vous maîtrisez la langue. Avant que nous nous lancions dans notre entretien, juste un mot pour dire à nos auditeurs que oui, nous avons trouvé un indicatif pour les BADA, mais ils viennent de s'en rendre compte. Et puis, pour leur dire que dans l'émission qui sera diffusée dimanche, c'est de la sortie de la crise, et notamment de la sortie économique de la crise, que nous discuterons. Et nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avec Jean-Louis Bourlange, avec Nicole Niesotto, avec Lionel Zinsou et avec un nouvel arrivant, David Jays. Donc, Karine Nishimura, nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril, c'est le printemps, vous êtes à Tokyo. Comment est-ce que la pandémie se répand au Japon et comment est-ce que la population y réagit ? Alors, la pandémie au Japon, elle se répand de façon relativement lente depuis le mois de janvier, depuis la fin du mois de janvier, avec une nette accélération ces 2 dernières semaines, ce qui a déclenché l'état d'urgence par le gouvernement japonais. Si on fait un point à ce jour, nous sommes à environ 12 000 personnes recensées comme étant positives au coronavirus. Donc, ça dépend évidemment du nombre de tests qui sont effectués. Et on est à peu près à ce jour à 260 morts. Ce qui, comparé aux chiffres qu'on peut voir dans les pays d'Europe ou aux États-Unis, est effectivement relativement faible, mais ça place quand même le Japon dans le trio de tête en Asie. Trio de tête, si on peut dire, parce que ce n'est pas une compétition au nombre de victimes, mais néanmoins, voilà, le Japon est dans une situation d'accélération de la pandémie alors qu'il y a eu un démarrage très lent. Les mesures de confinement que nous connaissons dans la plupart des pays d'Europe ont-elles été adoptées également au Japon ? Non, au Japon, alors l'intégralité du pays est désormais placée en état d'urgence, mais ce sont des mots très puissants pour une réalité qui l'est beaucoup moins, puisque dans les faits, il n'y a pas de confinement obligatoire, il n'y a même pas non plus de possibilité légale de confinement obligatoire. Ce que permet l'état d'urgence, c'est d'étendre les pouvoirs des gouverneurs des régions pour une application de demandes de requêtes auprès des entreprises, auprès des particuliers, requêtes qui ne sont pas assorties de sanctions en cas de non-respect. Les requêtes principales à ce stade sont de rester le plus possible à la maison, de diminuer de 80%, c'est le chiffre qui est donné, les contacts physiques avec d'autres individus qui ne vivent pas avec soi-même, et pour les entreprises d'accentuer le télétravail dans la mesure du possible. Mais par exemple, pour donner une évaluation assez concrète, les restaurants ne sont pas fermés. La plupart des restaurants restent ouverts. Ils ont néanmoins une requête de réduction d'horaire et de réduction de vente d'alcool. Bon, ça laisse supposer que le virus se transmet quand on est plutôt ivre, ce qui est une fausse réalité, mais néanmoins, il a été estimé par les spécialistes japonais qu'une des raisons de la propagation était les beuveries entre collègues en fin de journée. Voilà. Mais de manière générale, on vit à peu près normalement au Japon. On peut aller se promener dans les parcs. Il y a beaucoup de mères de famille qui vivent dans les parcs. L'élément qui a le plus pesé en fait dans la vie quotidienne des Japonais, c'est la fermeture très tôt des écoles
mais pas des crèches. Les crèches, ça a été beaucoup plus récent. Et les écoles ont été remplacées par des garderies. Donc, il y a eu un message assez confus, en fait, au départ, qui fait que, bon an, mal an, la vie n'a pas beaucoup changé, quoi. Mais le confinement ne serait-il pas de toute façon rendu très compliqué par le fait que dans les grandes villes, les appartements sont peu spacieux? Alors, c'est pas la raison première qui fait que le confinement n'est pas appliqué, hein. Le ministre qui s'occupe de la gestion de crise est aussi le ministre de la revitalisation économique. C'est son intitulé. Et ce monsieur Nishimura, qui a le même patronyme que moi, mais qui n'a rien à voir avec moi, ce monsieur Yasutoshi Nishimura a une grande préoccupation économique. Donc, il a refusé, par exemple, que les commerces soient fermés. La gouverneure de Tokyo poussait pour vraiment une fermeture des commerces non essentiels et il a refusé. Donc, il y a une volonté de préserver une activité économique. Alors, évidemment, bien sûr, l'exiguïté de certains appartements, pas tous, hein, rend difficile le fait d'obliger les gens à rester chez eux. C'est une certitude. Donc la volonté aussi est de dire aux gens, vivez à peu près normalement, sortez faire vos courses, sortez vous promener. Simplement, le message est assez mal transmis et de sorte que les gens, quand ils sortent faire leurs courses, ils sortent faire leurs courses en famille. Alors que c'est vrai que si on dit une personne par famille, ça réduit quand même le nombre d'individus qui se pressent aux caisses au supermarché. Euh, les mères de famille sont assez mal informées du fait que laisser jouer des enfants dans les parcs sur le toboggan, dans les bacs à sable, avec des pelles qu'on passe à l'un et à l'autre, ça peut être un facteur de contamination. Tout ça, ça ne passe pas pour l'instant dans la société japonaise. Ça ne passe pas parce que l'information est mal donnée ou peu donnée par le gouvernement, parce que les médias ne suivent pas. L'information est assez mal donnée en fait. On ne donne pas d'exemple précis des gestes à éviter. Le message est de dire éviter les lieux bondés où l'on discute beaucoup et qui sont aérés. Donc en japonais, ils ont trouvé un slogan qui est Mitsu no Mitsu, parce que Mitsu ça veut dire trois et Mitsu c'est les trois types de situations à éviter. Donc ce message Mitsu no Mitsu est bien passé, le slogan publicitaire fonctionne, mais le contenu, on ne le comprend pas, en fait, parce qu'il n'y a pas d'exemple concret derrière, hormis les beuveries entre collègues. Bon, ça, c'est un premier point. Et réduire de 80% les contacts sociaux, grosso modo, si vous voyez 100 personnes dans la journée, vous dites, OK, j'en vois plus que 20 et c'est bon. Simplement, si dans les 20, il y en a 3 de contaminés, ben, c'est pas bon du tout, quoi. Voilà, donc le message, il est pas du tout explicite pour la plupart du grand public. C'est vraiment un gros problème. Et les médias, en fait, ont tendance à répéter le discours du gouvernement sans aller creuser, sans aller essayer de donner quelque chose de plus précis, de plus pragmatique, en fait, de plus facile à mettre en application dans la vie quotidienne. Et les beuveries entre collègues ou les beuveries solitaires, que je ne suis allé, je n'ai fait que 2 brefs séjours au Japon, mais c'est une chose qui frappe le vendredi soir. Est-ce qu'elles ont été affectées? Est-ce qu'elles ont diminué? Est-ce que les recommandations sont suivies? Alors, oui, on peut dire dans la majorité, mais il y a forcément des beuveries clandestines ou des salles de jeu qui sont réfractaires au fait de fermer. Il y a forcément des clandestins dans l'affaire, hein, parce qu'on ne voit pas les yakuza se mettre d'un seul coup à ne plus avoir aucune activité nocturne. Donc, il y en a forcément. Maintenant, c'est vrai que c'est très réduit. C'est très réduit en semaine parce qu'effectivement, les beuveries entre collègues, elles ont beaucoup lieu en semaine. Bah, ce dont on se rend compte en revanche, c'est que au lieu d'avoir lieu entre 20h et 23h, dans le week-end, elles vont avoir lieu entre 17h et 20h, puisqu'on on ferme les restaurants à 20h, mais comme le week-end on est libre, eh bien, on va se saouler un peu plus tôt que d'habitude, quoi. Alors nous sommes le 21 avril, je le rappelais tout à l'heure. À quel moment le gouvernement japonais s'est-il réellement soucié de cette épidémie puis de cette pandémie? Alors, il y a eu deux phases. Si on remonte un petit peu en arrière, il y a eu la phase dont vous devez vous souvenir, qui était entre début et mi-février, celle de la mise en quarantaine du paquebot Diamond Princess
près de Yokohama, donc pas très loin de Tokyo. Ce paquebot de croisière avait 3700 personnes à bord, dont 700 ont été infectées. Donc ça a été un choc pour le Japon parce que c'est lui qui a dû gérer cette crise et ça a été un vrai fiasco. Hein, peut-être vous souvenez-vous qu'un infectiologue japonais, Kentaro Iwata, était monté un peu clandestinement à bord du paquebot et s'était rendu compte que c'était une gestion complètement chaotique avec un non-partage des lieux entre lieux infectés et lieux sains. Enfin, c'était fait en dépit du bon sens. Bon, le résultat, c'était un fiasco. Ça a fait un choc à la population japonaise qui s'est vraiment inquiétée de ce coronavirus. Et puis finalement, ça s'est pas vraiment développé au Japon. Il y a eu quelques cas, quelques centaines de cas. Ça pas. Bon, voilà. Donc le Japon s'est senti un petit peu protégé pour des raisons qu'on n'arrivait pas à expliquer, mais sans doute le port de masque et autres a joué quand même dans cette première phase. Et du coup, le Japon n'a pas vraiment réagi. Ensuite, il y a eu une décision prise à brûle-pourpoint comme ça par le Premier ministre qui n'a pas vraiment été expliquée, mais il y avait des critiques du gouvernement. On disait, ouais, le gouvernement, quand même, il ne fait pas grand-chose. Peut-être qu'un jour, ça va quand même nous retomber dessus. Il faut faire attention. Donc, d'un seul coup, le Premier ministre s'est rendu compte qu'il y avait quelques critiques qui émergeaient. Et il a décidé, comme ça, d'un seul coup, de fermer les écoles. Sans consulter personne, sans rien. C'est tombé un jeudi soir. Et puis, les écoles devaient être fermées dès le lundi matin. Et tout le monde s'est retrouvé dans des solutions, enfin, dans des situations très difficiles, en fait, les parents. Donc, ils ont dit, OK, on ferme les écoles, mais on ouvre les garderies. Comme ça, on ouvre les garderies, vous pourrez mettre vos enfants dans les garderies, et la garderie, elle est dans l'école, en fait. Donc, ça n'a pas franchement changé les choses. Mais en revanche, ce qui a changé radicalement la situation, c'est à partir du moment où la décision de report des Jeux olympiques a été prise, on a eu une vraie accélération politique dans la prise en charge dans la pandémie, notamment à Tokyo. La gouverneure de Tokyo s'est à ce moment-là vraiment réveillée et a vraiment pris conscience, on a l'impression qu'elle a vraiment pris conscience du danger. Et donc, c'est elle qui a poussé pour obtenir une déclaration d'état d'urgence dans un premier temps à Tokyo et dans 6 autres préfectures, dont les préfectures limitrophes de Tokyo. Donc ça a été le premier élément. Et puis, ça s'est accéléré, la pandémie à Tokyo depuis. Il faut pousser les murs pour trouver des lits susceptibles d'accueillir des personnes infectées. C'est très difficile. Hein. Le Japon n'est pas préparé à ce type de crise, contrairement à la Corée du Sud, contrairement à d'autres pays de la région. Le Japon n'a pas subi la crise du SRAS, contrairement à ce qu'on a pu lire parfois. C'est pas vrai. Il n'a pas subi, donc il n'est pas préparé du tout à des campagnes massives de tests et de prise en charge de personnes infectées. Ensuite, l'état d'urgence à Tokyo, qui a été déclaré le 7 avril, n'a pour l'instant évidemment pas donné de résultats. Hein, ça continue d'augmenter. Donc, on était sur 700 cas à peu près au moment de l'état d'urgence. On est à plus de 3300 maintenant. Donc, ça n'a pas encore apporté de résultats. Et le gouvernement a continué d'être critiqué pour sa lenteur, pour la non-réaction, et des gouverneurs de région ont décidé par eux-mêmes de faire le travail du gouvernement, c'est-à-dire de déclarer l'état d'urgence dans leur propre région. Voyant ça, le gouvernement s'est dit, bon, on ne va pas laisser un à un tous les gouverneurs déclarer l'état d'urgence par eux-mêmes, on va le faire pour l'ensemble du pays. Mais c'était tardif, puisque ça a eu lieu la semaine dernière, oui. Et que, évidemment, dans d'autres régions, l'épidémie a commencé à se développer vraiment. Il y a des régions qui n'ont pas du tout compris pourquoi elles n'avaient pas été placées dans le premier lot de déclaration d'état d'urgence. Pour elles, ça tombait sous le sens qu'elles devaient être dedans et que les gouverneurs devaient donc obtenir des moyens supplémentaires pour imposer des obligations à certains types de commerce et autres, mais ça a été très tardif. Et la critique continue parce que le gouvernement a décidé, ah bah tiens, on va être gentil, on va distribuer 2 masques à chaque foyer. Bon, les familles de 4 personnes, on tire au sort pour savoir qui a droit à un masque ou pas. Enfin, ça a été perçu comme quelque chose de non-sens. En plus, ce sont des masques qui sont trop petits, qui rétrécissent au lavage. Ce sont des masques en tissu réutilisables, mais qui rétrécissent au lavage. Enfin, c'est un vrai fiasco aussi sur ce plan-là, parce que les masques sont arrivés en partie moisis dans certains endroits. Enfin, ça a coûté une fortune pour un résultat qui est désastreux. Et est-ce qu'il y a une opposition politique ou est-ce qu'elle se tient tranquille
à cause de la Alors, gravité de la situation? bah, le problème du Japon, c'est que c'est quasiment un parti unique maintenant, hein. On a un nombre de petits partis très émiettés qui ne représentent pas grand monde et qui pourtant ont un discours qui est quand même, face à cette épidémie, assez logique. Le gouvernement a fini par accepter certaines propositions qui étaient faites par l'opposition depuis des semaines, mais ça a pris des jours et des jours. Donc, par exemple, j'en donne un, c'est une allocation d'environ 850 euros par personne, donc qui va être versée à partir du mois de mai. Depuis des semaines, l'opposition disait il faut faire quelque chose de massif pour aider les gens, pour faciliter la mise en œuvre des mesures qu'on demande. Il y a des personnes qui ont été obligées d'arrêter de travailler parce il faut qu'elles s'occupent des enfants. Il faut vraiment les aider sur ce plan-là. Et donc, cette mesure a finalement été décidée, mais ça a pris des semaines et des semaines, alors qu'entre-temps, le gouvernement avait pris d'autres décisions que finalement il a annulées. C'est, c'est, c'est pas clair du tout. Personne ne s'y retrouve, en fait. C'est la difficulté. Il y a une volonté, hein, de faire des choses. Sur le plan économique, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une volonté de générosité, d'accompagner, de soutenir. Elle est là, elle est réelle, elle est massive aussi par à certains égards, mais on sent que c'est au forceps à chaque fois, c'est hésitant, c'est pas, ça repose pas non plus sur des bases très compréhensibles, hein. Quand on prend une mesure, il faut pouvoir expliquer pourquoi, la justifier, mais ça, le gouvernement, pour le moment, est assez incapable de le faire. Karine Nishimura, est-ce que les tests dont il a été beaucoup fait usage en Corée sont aussi utilisés au Japon ou vont-ils l'être? Alors, au Japon, en fait, on n'a pas eu jusqu'à présent de campagne massive de tests comme on a pu en voir en Corée du Sud. Le Japon a décidé dans un premier temps de tester uniquement les personnes présentant des symptômes importants. Donc, il y a beaucoup de refus de tests parce que la structure, elle n'est pas là pour pratiquer ce type de test. Alors, on est en train, là, actuellement, de changer de stratégie. Mais au Japon, quand on a un plan A, on a rarement un plan B. Et quand on échafaude en milieu de course un plan B, il y a un temps de préparation qui est très long et le Japon a beaucoup de difficultés à changer de stratégie. Et pourtant, ça s'impose. Là, c'est une nécessité absolue parce que sinon, il va voir exploser le nombre de cas non maîtrisés, surtout à Tokyo, et ça risque d'être une catastrophe. Donc, tous les médecins se mettent eux-mêmes en capacité de pratiquer des tests, même si le gouvernement, lui, est toujours très réticent à avancer davantage. Et le Japon, d'où viennent tant de nouvelles, ou dont sont venues tant de nouvelles techniques, tant de nouvelles technologies, tant de nouveaux appareils de notre vie quotidienne, est-il équipé pour prendre des initiatives dans le domaine de la santé, notamment avec cette technologie? Alors malheureusement non, ça a été une des révélations en fait de cette crise, c'est que le Japon est technologiquement dépassé. Je vais prendre rapidement trois exemples, le télétravail, le téléenseignement, la télémédecine. Le télétravail, ça a été d'un seul coup pour toutes les entreprises une nécessité et en fait, très peu sont capables de le mettre en œuvre de manière efficace. Alors que le Japon est censé être un pays préparé à des catastrophes naturelles avec des entreprises prêtes à déclencher des plans de continuité d'activité et en fait on se rend compte que c'est pas faisable, c'est pas possible. Il y a beaucoup de réticences qui sont dues notamment à l'âge des dirigeants. Je regardais tout à l'heure l'âge moyen des patrons des entreprises japonaises, c'est 60 ans. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dépassés par ce qui se passe et qui surtout admettent assez mal que des jeunes dans les entreprises viennent leur apprendre quelque chose. Bien. C'est un renversement de hiérarchie, c'est pas dans l'ordre naturel. Voilà, donc ça, c'est un blocage. Il y a eu une baisse des investissements en recherche et développement qui joue. Cette baisse des investissements, elle date des années de crise et notamment de la crise financière 2008-2009 et ça se ressent aujourd'hui. Bon, j'ai vu la différence en 20 ans, elle est énorme, hein, sur la façon dont les entreprises innovent. Enfin, ça saute aux yeux quand on est ici. Sur le téléenseignement, ben, mes enfants sont arrêtés depuis un mois et demi, ils ne vont plus à l'école et il n'y a aucune ressource en ligne pour les aider, aucun cours organisé en ligne. C'est assez dommage. Donc, il y a des entreprises privées qui prennent le relais, mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer des cours en ligne dans des entreprises privées pour remplacer l'éducation nationale.
Donc ça, c'est un vrai problème qui va avoir des répercussions sur des enfants pendant des années, c'est une évidence. Et le troisième problème, c'est la télémédecine. Là aussi, on a affaire à des réticences de médecins qui, s'ils n'ont pas le patient en face d'eux, ne sont pas capables, ne se sentent pas capables d'émettre un diagnostic. Voilà. Donc en fait, plus que les technologies, parce que les technologies, le Japon, les infrastructures en fibre optique et autres, il les a. Ce qui lui manque, c'est une réactivité de la société pour s'adapter à cette évolution très rapide des technologies. Les lois, l'administration, l'éducation, les modes de pensée dans les entreprises, tout ça, ça n'évolue pas, ça reste bloqué des années en arrière et c'est un vrai frein aujourd'hui, c'est même assez catastrophique à vrai dire. Karine Nishimura, merci. Vous avez un blog dont notre site donnera le lien. Et vous avez un blog que vous faites avec quelle fréquence? Oui, c'est un podcast que je fais avec, enfin, ça dépend, s'il se Alors, passe de quelque chose d'important, j'essaie de le faire rapidement. Je le fais dans les 2 jours qui suivent. J'essaie de mettre 2 épisodes par semaine, mais souvent j'en ai un en japonais et un en français. c'est bien. Après, il y a un petit peu de musique aussi de temps en temps pour rigoler. Écoutez, merci beaucoup. Et le lien avec votre podcast sera sur notre site. Merci beaucoup, Karine. C'est gentil. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.